Bonjour Jean Lopez. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi sur Radio J. Vous êtes journaliste et historien militaire et nous vous recevons à l'occasion de la sortie du numéro 2 du MOOC de la guerre, publié aux éditions Perrin. Un MOOC dont vous êtes le directeur de la rédaction. Rappelons qu'un MOOC, c'est une sorte de rencontre entre le magazine et le livre. Au départ semestriel, De la guerre devient finalement annuel et plus épais. Et le résultat est très réussi. On conseille vivement sa lecture à nos auditeurs. C'est très bien fait à la fois sur le fond comme sur la forme, avec des papiers longs, des papiers courts, des infographies, des portfolios. Pourquoi la guerre se prête-t-elle bien, selon vous, très bien même, à ce traitement qu'offre le MOOC Jean Lopez ? Eh bien, je pense que ça tient à sa nature d'immense tragédie qui, à la fois, répugne et fascine. C'est quelque chose qu'on ne voudrait pas savoir, c'est quelque chose qu'on voudrait oublier, comme la vieille Europe était en train de l'oublier. Et puis c'est quelque chose qui revient toujours, sous des formes finalement pas si nouvelles que ça. C'est toujours quelque chose à la fois de simple et de complexe, de spectaculaire et d'ennuyeux. Et je pense que c'est en plus un phénomène qui est très complexe, et qu'il est nécessaire de faire un effort de vulgarisation pour faire entrer un certain nombre de choses. Il y a rien d'évident dans la guerre. Il n'y a rien d'évident sur la façon dont un homme politique peut décider de la guerre. Pourquoi, tout à coup, Poutine décide-t-il de la guerre ? Quelle est sa grille de lecture ? Quelle est la part qu'ont pris les militaires dans sa décision ? Vous direz que l'actualité, notamment cette guerre en Ukraine, renforce l'intérêt, notamment de votre lectorat pour ces questions-là ? Il me semble qu'en Europe, on a un douloureux réveil. Alors c'est peut-être moins vrai de la France, dont vous savez que l'armée française est depuis 1961 engagée aux quatre coins du monde dans des opérations extérieures, les OPEX, notamment en Afrique. Mais ça a toujours paru aux Français des guerres lointaines. La dernière guerre qui soit assez proche de nous, puisque ça peut être un lieu de vacances éventuellement, c'était l'éclatement de la Yougoslavie. À l'année 90. Enfin, mais ça fait déjà 30 ans. Et puis là, tout à coup, on a cette guerre en grandeur nature, massive, violente, qui ressemble par bien des aspects même à la Première Guerre mondiale, par les déluges d'artillerie, et qui a des conséquences dans notre vie quotidienne. Ça va être l'embargo sur le blé, ça va être l'embargo sur les hydrocarbures, ça va être l'augmentation du coût de la vie. C'est une des mèches de l'inflation mondiale. Et surtout, les gens sont inquiets parce qu'ils n'en voient pas le bout. Et beaucoup n'en comprennent pas le sens. On ne comprend pas pourquoi un État comme la Russie, tout à coup, se jette sur son voisin moins puissant. Est-ce que, quand on voit les ruines, quand on voit le nombre de morts, on se dit, mais qu'est-ce qui peut valoir le coup pour Poutine ? Qu'est-ce qui peut, dans son esprit, expliquer qu'il prenne de tels risques et qu'il commette de tels dégâts ? Qu'est-ce qu'il espère en retour ? Est-ce que l'enjeu est donc si important pour lui ? Évidemment, la guerre en Ukraine a renforcé l'intérêt. D'ailleurs, je pense que ce n'est pas étranger, hélas, au succès de ce MOOC numéro 2. Alors Jean Lopez, vous avez choisi pour ce numéro de mettre à la une la présence des femmes au combat, présence ancienne, contrairement à l'image d'Épinal, mais présence souvent minorée, comme si un tabou demeurait sur la question. Pourquoi sont-elles généralement plutôt présentées comme des victimes que comme des héroïnes, Jean Lopez ? Les femmes ont toujours participé aux guerres à divers titres, mais également en tant que combattantes. Cette fonction de femme combattante dans les guerres d'autrefois était, il faut le dire, exceptionnelle. Et parce qu'elle était exceptionnelle, elle était jugée souvent comme non naturelle. On trouvait des tas de raisons, on l'excusait. D'ailleurs, souvent, ces femmes étaient obligées de s'habiller en homme pour participer elles-mêmes au combat. Donc, on va dire que dans le passé, la participation des femmes, sauf quelques exceptions locales, en tant que combattantes, n'était pas massive. Le XXe siècle a changé cela. On a vu notamment dans un certain nombre de guérillas, dans ce qu'on n'appelle plus aujourd'hui le tiers-monde, on a vu dans un certain nombre de guérillas apparaître des bataillons féminins constitués. C'est par exemple par pragmatisme, parce que le besoin s'en faisait sentir ? Par nécessité et par idéologie. Dans le cas des Kurdes, par exemple, c'est par idéologie. Il est certain que le parti du Kurdistan, le PKK du Kurdistan irakien, syrien, surtout d'ailleurs syrien et turc. Et turc avec 40% de femmes dans les unités kurdes. C'est énorme. C'est frappant. Là, c'est vraiment une volonté idéologique. C'est parce que le fondateur de ce mouvement a toujours dit qu'il n'y a pas de libération sociale et nationale sans libération des femmes. C'est quand même assez extraordinaire dans des pays qui restent globalement très patriarcaux.
Alors, cette guerre-là, de manière générale, la guerre dont les modus operandi évoluent avec l'apparition de nouveaux concepts, notamment celui qui est exploré dans ce nouveau numéro de guerre hybride. La notion apparaît d'abord en Irak en 2005, avant d'être appliquée à l'action du Hezbollah face à Israël en 2006. Le stratégiste Benoît Billan y voit néanmoins dans ce numéro, je le cite, le reflet du désarroi de la théorie militaire occidentale. Pour quelle raison ? Eh bien parce qu'en réalité, cette guerre hybride, c'est un concept qui englobe des choses qui sont extrêmement diverses en nous faisant croire que finalement, la guerre est partout et tout le temps. Autrement dit, il ne borde pas la guerre à l'action armée, c'est-à-dire au duel violent entre deux ou plusieurs entités, et il l'étend au domaine de la diplomatie, au domaine de l'information, au domaine de la psychologie des foules, au domaine de l'économie. Mais du coup, je pense, comme Benoît Billan, que cela désagrège le concept de stratégie. Si vous voulez, un diplomate, c'est pas la même chose qu'un militaire. Alors, quand on nous dit que la guerre hybride est déclarée depuis, par exemple, 2014, on dit l'Ukraine est en guerre depuis 2014, c'est une guerre hybride. Mais alors, demandons aux Ukrainiens s'il n'y a pas une différence entre avant février 2022 et après, évidemment qu'il y a une différence. La guerre, c'est le combat. C'est le feu, c'est l'emploi massif du feu. On ne peut pas déclarer que tout est guerre, sinon le concept lui-même perd toute signification. En plus, c'est extrêmement dangereux parce que dire que finalement la diplomatie est une forme de guerre, comme l'affirment les tenants de ce concept d'origine américaine, finalement, est-ce que ça ne va pas gêner ce moment délicat où dans une guerre, la parole doit revenir aux diplomates ? Pour mettre fin à la guerre, justement. Bien entendu, pour mettre fin à la guerre, c'est donc bien qu'on a affaire à autre chose que la guerre. De même, l'économie. L'économie, ce n'est pas la guerre. Ça peut être un moyen qui est utilisé au service, mais ce n'est pas la guerre. Le sang ne coule pas. Ce sont des échanges qui sont réglés par des flux monétaires. Ça n'a strictement rien à voir avec le combat, le duel. Donc, Clausewitz nous disait qu'il est la nature première de la guerre. Une dernière question, Jean Lopez, et une remarque surtout sur cette méditation que vous proposez sur un événement qui évidemment intéressera beaucoup nos auditeurs, celui de la destruction du Second Temple. On est en 70 de l'ère commune et c'est ce moment qui marque la rupture entre le judaïsme et le début, en tout cas les premières années du christianisme. Pourquoi avoir choisi de mettre ça en avant pour ce deuxième numéro ? Là, c'est un docteur en histoire religieuse qui s'appelle Haute-Mezouri. Oui, alors Haute-Mezouri, la Haute-Mezouri qui est un bon connaisseur du judaïsme et surtout du christianisme primitif, qui m'a proposé cet article en mettant l'accent sur les conséquences réelles et pratiques de la destruction de Jérusalem et du même coup de la destruction du Second Temple. Eh bien, son analyse est là. Je ne suis pas spécialiste de la question, mais il me semble que tout de même, c'est vrai, c'est un événement militaire qui a finalement eu assez peu de répercussions dans l'histoire de l'Empire romain. Pour cet immense empire, ce qui s'est passé en Judée à l'époque, c'est finalement un événement très périphérique. Mais localement, ça a des répercussions sur le coup qui sont considérables, puisque ça hâte la séparation entre le judaïsme du temple et le christianisme primitif qui était assez proche. À partir du moment où le judaïsme du temple lui-même s'éloigne pour donner forme à notre judaïsme, celui de l'exil, pour le dire très brièvement, la séparation avec le christianisme est largement accélérée. Donc c'est toute la démonstration de l'achat qui d'ailleurs avait introduit par un voyage qu'il avait fait à Rome où il y avait un groupe de rabbins qui était sous l'arche de Titus, oui, où il y a le fameux bas-relief, on voit la menorah, l'énorme menorah du temple qui est emmenée par les légionnaires. Il s'est dit, tiens, voilà un événement militaire finalement assez limité qui a des conséquences pour le monde entier, non seulement pour les juifs, mais également pour toutes les formes de christianisme. C'est un événement fondateur, cette année 70, événement militaire, est aussi un événement spirituel d'une importance gigantesque. Merci beaucoup Jean Lopez. J'invite très chaleureusement nos auditeurs à découvrir donc ce numéro 2 de la guerre, nouvelle revue publiée, ce MOOC donc publié aux éditions Perrin. Cette interview est à retrouver en podcast sur radioj.fr et en vidéo sur notre page YouTube. À bientôt sur Radio J.